Alors bonjour tout le monde. Vous avez probablement remarqué que je ne suis pas Jacqueline Wright. Jacqueline Wright, vice-présidente des programmes internationaux de Care Canada, ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Elle m'a demandé de la représenter. Je m'appelle Santiago Alba, responsable des partenariats innovatifs à Care Canada. On va avoir une discussion très intéressante aujourd'hui. On a 3 conférenciers qui vont parler de comment on peut travailler ensemble dans les actions humanitaires. Après ces conversations que nous avons eues il y a quelques minutes, ceci n'est pas un sujet nouveau. C'est quelque chose que nous faisons depuis très longtemps. Le secteur privé est touché par les crises humanitaires. Par exemple, dans le cas du tsunami, on a certains cas où le secteur privé est responsable de la crise humanitaire. Et ça fait 30 ans qu'on a eu le cas de Bhopal. Et le secteur privé est également un élément clé de la solution. Aujourd'hui, on va voir 3 exemples de comment nous pouvons travailler ensemble, comment nous avons appris à travailler ensemble, et après la présentation des panélistes, on passera à vos questions. Alors aujourd'hui, j'ai 3 panélistes. Jay Aldist, directeur des partenariats du secteur privé WFP, Charlotte MP, qui était jusqu'au mois d'octobre rédactrice en chef de Metro News. Et à ma gauche, Brett Carbonneau, directeur des programmes de Ericsson Response. Je ne vais pas parler des biographies, vous les avez tous. Je vous encourage à lire ces biographies qui sont frappantes. Alors, passons aux présentations. Jay, vous commencez. Et merci et bon après-midi à vous tous. Salutations de Rome, qui est la base de notre programme. Dans le domaine humanitaire, le Canada est perçu comme étant un chef de file et je dois dire que le contenu de cette conférence a été vraiment étonnant. C'est un honneur et un privilège d'être avec vous cet après-midi. En réponse au sujet, est-ce que le secteur privé a un rôle important à jouer dans la réponse humanitaire? Du point de vue du WFP, on peut dire oui, sans équivoque. Et moi, j'aimerais revenir au typhon Haiyan il y a 1 an. Le secteur privé pour la réaction du World Food Programme était le plus grand donateur, les premiers à soumettre de l'argent. Et ils avaient de l'expertise en nature, technique, des connaissances. On a pu obtenir des véhicules, des entrepôts, de l'appui surtout de Ericsson. Dans les heures à venir, on va probablement lancer une réaction pour le super typhon qui est en place maintenant. Une fois de plus, on peut s'attendre à ce que le secteur privé va jouer un rôle important dans ce super typhon. Mais on doit se demander comment bâtir et maintenir des associations qui font 2 choses. Soit en tant que ONU, ONG, ces partenariats nous offrent ce qu'il nous faut quand il nous le faut, mais comment livrer ce qui est recherché par nos associés quand et comme ils le veulent. Dans le domaine humanitaire, on voit le secteur privé comme étant des portefeuilles
des contenants prêts d'objets et de biens. Alors, du point de vue du World Food Programme, j'aimerais vous parler un peu de ce que nous avons appris concernant le partenariat avec le secteur privé. Premièrement, chaque opportunité n'est pas nécessairement une opportunité. Historiquement, on a l'impression d'avoir besoin de tout ce qu'il nous faut et ça n'a pas toujours été le meilleur moyen de fonctionner. Voilà une leçon que nous avons tirée et nous agissons pour régler ce problème-là. Deuxièmement, il coûte cher d'avoir des associations. On n'a pas vraiment bien apprécié et capturé les coûts indirects et l'opportunité du partenariat. Alors on se demande comment avoir une meilleure idée des coûts inhérents et est-ce que ces coûts nous permettent d'établir la valeur de ces associations, surtout au niveau de création de capacités pour gérer ces associations pour que ça soit rentable. Troisième point, beaucoup de partenariats avec le secteur privé, et je serai peut-être un peu provocateur, sont une mauvaise utilisation de nos ressources avec très peu d'impact positif et que nous devons être mieux disciplinés dans nos associations. Cela étant dit, j'aimerais vous indiquer ce que nous avons fait. Premièrement, nous avons développé l'architecture de partenariat. Essentiellement, nous avons établi dans une matrice les actifs, les services et la reconnaissance que nous offrons à nos partenaires pour différents niveaux de soutien. Cela permet une meilleure transparence, plus d'équité et nous aide en tant que gestionnaire de partenariat d'obtenir le rendement sur investissement que nous recherchons dans ces associations. Et nous voulons que ça soit rentable pour nos ressources. Deuxièmement, on a adopté une approche à deux voies. Dans un monde idéal, on veut avoir des associations qui font deux choses. Premièrement, ça permet de mobiliser des ressources et deuxièmement, cela apporte une capacité stratégique à l'organisation. Cela crée un cercle vertueux. Nous savons qu'il y a un aspect de capacité et le secteur privé nous aide à faire le travail de façon plus efficace et efficiente. Cela nous aide au niveau de levée de fonds et ça nous permet de bien mobiliser les ressources. Cette mobilisation nous permet d'avoir les ressources pour absorber la capacité offerte. Très souvent, nous avons reçu de très bonnes contributions de capacité, mais on n'a pas pu l'utiliser parce que les ressources étaient insuffisantes. Alors, le fait d'être bien organisé nous permet d'avoir des partenariats plus utiles pour nous et pour nos clients. Je vais vous donner un exemple concret. C'est un partenariat que nous avons avec Mastercard qui respecte la voie des deux voies. On a ce qu'on appelle la nourriture numérique et c'est Mastercard qui nous aide à créer les modalités de transfert de cash utilisant les cartes de crédit pour aider à fournir de la nourriture. Du côté levée de fonds, on a une plateforme qu'on appelle les dons intégrés. Là, on peut utiliser les 3 milliards de détenteurs de cartes Mastercard qui peuvent aider dans l'utilisation de leurs cartes. Voici un exemple d'une carte prépayée que nous utilisons au Liban dans notre réaction en Syrie. On a 1,6 million de ces cartes sur le marché. Cela a été développé avec les suggestions de Mastercard. Nous ne sommes pas des banquiers, des technologistes, on est des camionneurs. Alors pour développer cette plateforme, on avait besoin de l'expertise et des connaissances du secteur privé. Du point de vue levée de fonds, on a différentes activités avec Mastercard. Premièrement, quand les produits de Mastercard sont utilisés, que ce soit en ligne ou dans l'achat de construction,
Et quelque chose qui est intéressant et excitant, nous venons de lancer un programme avec une banque, avec Poste Italiane, le plus grand émetteur de cartes prépayées en Europe. Chaque fois que la carte est utilisée, le détenteur de la carte peut faire un don de 10 cents à 2 euros au programme mondial pour chaque fois que c'est utilisé. La contribution, le cumul de la contribution est affiché. Ils peuvent indiquer une limite mensuelle et c'est un programme de micro-dons basé sur la plateforme Mastercard. Alors voilà un bon exemple d'un partenariat qui nous permet de mobiliser les ressources et qui nous permet également d'obtenir de l'argent pour notre groupe. En conclusion, j'aimerais vous indiquer les régions où il faut de l'amélioration. Il y a une possibilité pour le Programme mondial de l'alimentation, le WFP, de s'assurer que les partenariats soient stratégiques, que ce soit des possibilités non monétaires. Il faut s'assurer que ce soit des programmes nécessaires, des choses qui nous font, et pas seulement des choses agréables, mais des choses nécessaires. Deuxièmement, il nous faut, et on comprend de mieux en mieux la valeur et les coûts de la capacité. On a un nouvel outil on a commencé à mettre en place il y a quelques semaines, où on regarde nos partenariats et on peut accorder une valeur numérique à cette capacité, évaluer le coût et définir le revenu sur investissement de ces associations. Troisièmement, comment mieux négocier pour dire non. On essaie de créer une culture pour dire non, c'est une bonne chose. Parce que là, on peut choisir de bons partenariats dans lesquels on peut investir, qu'on peut augmenter. Et en 2014, notre portefeuille de partenariat au niveau mondial, eh bien en 2013, on était à 120. Cette année, on est à 80. Et le revenu a augmenté de 36%. Moins, peut-être plus, nous pouvons être plus stratégiques et plus disciplinés. Et c'est la façon de faire chez nous. En conclusion, concernant le typhon Haiyan, on va agir dans cet effort de mobilisation du secteur privé. Mastercard est prêt à agir. On va passer maintenant à l'action sur le typhon Hagaput. On est prêt à agir, à faire des demandes de levée de fonds pour les employés de Mastercard et les clients et leurs détaillants, les encourageant à faire une levée de fonds par voie de leurs clients. Alors oui, le secteur privé a un rôle important à jouer dans le domaine humanitaire. On essaye de le faire de façon à répondre aux besoins de tout le monde. Merci. Nous allons continuer maintenant avec Charlotte. Premièrement, merci de m'avoir invité cet après-midi à participer. Ça a été une très belle expérience pour moi. Et deuxièmement, je dois reconnaître que mon monde, ce n'est pas votre monde. Si je suis un peu naïve, j'espère que vous me pardonnerez. En tant que responsable des médias de Métro Anglais, j'étais responsable pour 10 journaux à travers le Canada. Comme tous les médias, on faisait des rapports sur les désastres du point de vue nouvelle. Que s'est-il passé? Combien de personnes ont été touchées? Quels seront les effets? Et comme la plupart des médias, on avait un taux de publicité pour les organismes à but non lucratif et beaucoup de groupes l'ont utilisé. Ce qu'on n'avait pas, c'était un rapport personnel avec des organismes qui offrent de l'aide humanitaire.
Quand j'ai reçu un appel de Cathy Allen, qui est responsable du développement des partenariats avec la coalition humanitaire, j'ai accepté de me réunir avec eux. Je n'étais pas au courant de leur travail, mais à la fin de la réunion, on m'avait vendu le concept. Quand un désastre mondial a frappé, les charités se réuniraient pour faire une seule demande et partageraient leurs ressources, expertise en partenariat. Cela me semblait intelligent et efficace. Il y avait une demande, bien sûr. Est-ce que Metro serait notre partenaire médiatique et offrir de l'espace gratuitement? J'ai soumis la demande à mon président et il était d'accord. C'était une bonne décision. Voilà pourquoi Cathy a pris le temps pour me présenter à l'organisation. J'avais l'information nécessaire pour soutenir l'organisation et pour voir cette valeur pour nos lecteurs. Et après ça, j'avais l'information pour vendre l'idée à nos supérieurs. Je crois que nous vivons dans un monde sans frontières. Ce qui se passe en Haïti ou en Afrique du Sud nous touche tous. Et les lecteurs de Metro veulent savoir quels seront les effets. Je crois que les lecteurs de Metro veulent aider. Quand ils entendent la nouvelle, ils veulent agir. Mais des fois, l'événement est tellement immense, est tellement difficile à comprendre qu'ils sont submergés, alors ils ne font rien. Quand on facilite leurs tâches de compréhension, je crois qu'ils vont aider. Et chaque fois qu'on a appuyé la demande de la coalition humanitaire, nos lecteurs ont réagi. Mais voici où on a perdu une belle occasion. Nos rapports nous ont donné accès à des histoires d'experts, de personnes sur le terrain, de personnes qui vivent le désastre. Et ces histoires auraient aidé à fournir un contexte à l'événement. Un contexte à l'événement dans des plateformes numériques et d'imprimer. Je crois que la belle occasion ici, c'est de créer des rapports personnels avec les rédacteurs, leur permettre de comprendre la différence entre les initiatives humanitaires et le travail partagé, leur démontrer l'impact chez nous de ce qui se passe à l'autre bout du monde, leur donner des histoires et le contexte pour raconter ces histoires, tout en reconnaissant qu'une idée qui engage les lecteurs métro, les millénaires, ne sont peut-être pas la même idée qui pourrait engager les lecteurs du Toronto Star. Il faut penser également à l'aspect numérique. Alors j'ai choisi des vidéos et audio track. Il ne faut pas oublier les médias sociaux, d'avoir un programme de médias sociaux qui va rajouter du contexte, et cela est nécessaire si vous voulez encourager les Canadiens à faire des dons et à participer. Est-ce que vous faites le travail des médias pour nous? Eh bien oui, c'est le cas. Vous devez vous dire, Charlotte, je comprends la justification, je vois pourquoi cela est important, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, surtout quand on est au cœur d'une catastrophe. Alors, ce que nous devons vraiment faire, c'est de nous réunir, les médias et les organismes humanitaires, avant les désastres. Créer des liens avant qu'on en ait besoin. On doit créer des plans et le contexte, et quand vous irez au travail, on peut également nous mettre au travail. Je sais que cela requiert du temps et des ressources, mais je sais également que les médias sont bons à rapporter les nouvelles. Nous devons apprendre à être aussi bons que vous à expliquer le monde. Pour y arriver, on a besoin de partenariats avec les personnes qui nous permettront de le faire. Et cela serait vous tous dans cette salle. Merci, merci beaucoup. Et vous n'êtes pas naïf du tout. Brent, parlez-nous un peu de Ericsson. En premier, je voulais remercier François Audet qui m'a invité à participer à cela, mais il est dans l'autre salle. Oui, j'ai un travail à temps plein à Ericsson qui me permet de diriger ce programme Ericsson Response.
Laissez-moi vous parler de notre programme et pourquoi c'est une réussite, selon moi. Le programme était une initiative des employés de la compagnie. Cela n'était pas un programme de CSA ou d'image de marque. C'était les employés qui ont noté un besoin. En 2000, il y a eu un tremblement de terre en Afghanistan. Et les employés se sont dit que nous avons l'expertise et la technologie. À l'époque, à Kaboul, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réseau. Alors, Ericsson a décidé de couvrir la ville d'un réseau de télécommunications pour soutenir les travailleurs humanitaires. C'est comme ça que notre programme a commencé. Depuis 14 ans, on a réagi à la plupart des grands désastres. On utilise la télécommunication et l'informatique. On fait cela pour aider à régler le problème le plus rapidement possible avec l'aide de nos partenaires. Ericsson est une compagnie internationale importante. On existe dans 185 pays. On a 135 000 employés. On a 140 qui sont membres de ce projet. Mais il y a des interviews, des choix et un cours de 7 jours pour que ces volontaires comprennent ce qu'ils devront faire. Ils comprendront que le travail humanitaire a beaucoup d'exigences. Et notre travail n'est pas relié à l'aspect commercial d'Ericsson. Ericsson Response est perçu comme étant une ONG à l'intérieur de Ericsson. Ericsson fournit l'argent, ils font le don d'équipement, ils nous donnent du personnel. Chaque membre ou chaque volontaire peut prendre un mois par année pour soutenir ce programme. Nos partenaires humanitaires sont un élément clé de ce que nous faisons. Nous n'agissons pas seuls, on travaille avec nos partenaires à leur demande. Nous savons ce que nous devons faire bien avant de nous rendre sur les lieux du désastre. Nous savons quelles sont les attentes et ce que nous demandons de nos partenaires. Quand on arrive sur le terrain, on est prêt à agir et on agit le plus rapidement possible. Pour revenir à Haiyan, on était là avec la première équipe de WFP après l'arrivée du typhon et on travaille toujours avec nos partenaires. Certains de nos partenaires, c'est WFP, parce que WFP est le chef de l'ETC. On est le seul partenaire du secteur privé dans cette grappe. On a les privilèges de vote, alors on est vraiment intégré dans ce système. Et on se sent obligé de respecter nos promesses. Voilà un domaine où le partenariat fonctionne parce qu'on a les bons partenaires. Et la culture, c'est quelque chose d'important, la culture d'Ericsson nous permet de faire notre travail dans ce groupe. C'est une question de culture de compagnie et ça ne fonctionnerait peut-être pas pour toutes les compagnies. Et nos bénévoles sont dirigés par les partenaires. Ce n'est pas moi qui les dirige à distance, c'est WFP qui leur dit quoi faire sur le terrain. Et ils sont protégés, ils reçoivent la sécurité de ces gens sur le terrain également. Un peu d'informations sur la technologie. Je suis pas un politicien, mais un technicien. Ericsson a tout un portefeuille de technologie. La compagnie est très généreuse dans ce qu'il nous offre. Alors, on peut mettre en place des systèmes mobiles. Quand arrivé à Haïti, on a mis en place un système GSM pour les travailleurs humanitaires dans ce désastre. Des fois, la solution la plus simple est la meilleure.
Et voici ce qu'on déploie le plus. C'est un système Wi-Fi, Internet dans une boîte. Voilà pourquoi on peut déployer notre système en quelques heures. Ericsson, c'est une compagnie responsable d'innovation, mais il faut adapter la technologie existante qui est la clé. Là où on se rend, ils n'auront pas la technologie 5G, ils auront une technologie 2G ou de téléphonie. Alors, on doit comprendre que ce qui est nécessaire dans le cas des désastres n'est pas ce qui est nécessaire dans le premier monde. Alors, en collaboration avec nos partenaires, on a modifié la technologie. Alors, on a travaillé beaucoup avec WFP, et avant ça, c'était OCHA, et on a travaillé avec eux. Ericsson a une présence importante au Canada. Ils ont un bureau à Montréal et à Toronto. Et cette technologie a été développée au Canada. Nous sommes une compagnie suédoise, mais on a beaucoup de responsabilités. Alors, ce que nous avons fait depuis une année, nous réagissons à ces besoins à TC. On est maintenant en Afrique de l'Ouest pour soutenir la mise en place du système dans 4 emplacements. On est au Ghana, Sierra Leone, on ira peut-être en Guinée. Le mois dernier, on était en Irak pour mettre en place 2 camps au Kurdistan. On était dans les Philippines plus tôt cette année, de novembre jusqu'à mai de cette année. Et nous nous préparons à y retourner. J'ai l'impression que le typhon va frapper et qu'on devrait y retourner. Merci beaucoup. On va commencer avec quelques questions. Merci de nous avoir présenté vos 3 interprétations du terme partenariat, mais ce n'est pas toujours si facile. Alors, je vous demanderai de nous parler de votre expérience, de vos 3 points de vue. Vous pourrez explorer les barrières, les difficultés dans l'engagement de 2 secteurs qui sont différents au niveau de la structure, au niveau des principes, au niveau des équipes et des compétences. Alors, pourriez-vous me parler un peu de ces difficultés que vous avez rencontrées? Oui, je peux commencer. Et WFP est là, alors? Oui, je dois faire attention de ne pas les critiquer. Oui, un mot était important, la confiance. Quelle est la motivation de notre action? Est-ce qu'on est là pour vendre quelque chose? Ça nous a pris beaucoup de temps pour que nos partenaires comprennent qu'on était là pour les appuyer, on n'était pas là pour vendre quoi que ce soit. Alors, la confiance, l'explication de la motivation est un moyen de contourner ce problème. On voulait que notre activité soit distincte de celle de la compagnie, mais ça, c'est un problème au début. Moi, j'ai 2 commentaires à faire à ce sujet. D'abord, je pense qu'on a un problème en ce sens qu'il y a beaucoup de définitions et on n'a pas le même vocabulaire en ce qui concerne la définition. Comme l'a dit Rosemary, ça crée de la confusion. Dans le secteur des Nations Unies, une entité privée peut songer à l'approvisionnement, alors que pour nous, il s'agit de 2 choses bien distinctes. De plus, pour nous, un partenariat est un peu assimilable au travail d'un donateur et souvent on ne songe pas à nos obligations vis-à-vis des donateurs. Mais pour vous, je dirais que, à mon avis, nous avons maintenant l'occasion de mieux apprécier et comprendre ce qui motive le secteur privé quand il décide de travailler avec nous. Donc, il y a des attentes quand même en ce qui concerne les avantages qu'ils vont en
en obtenir. Alors, il y a des raisons pour lesquelles ils veulent travailler pour nous. Alors, il faut bien comprendre leur motivation et décider si leur motivation est acceptable pour votre organisme. Ça peut être oui ou ça peut être non, mais on est naïf si on pense que le secteur privé a une motivation purement humanitaire et philanthropique. Vous avez mentionné l'importance des relations personnelles, mais quels sont les défis au-delà des relations personnelles? Moi, je dirais que l'une des grandes barrières en ce qui me concerne, c'est que tous les organismes à but non lucratif tous les organismes veulent qu'on parle d'eux. Alors, la plupart des organismes vont s'entendre sur ce en quoi va consister l'appui de la société. Des fois, c'est local, des fois, c'est national. Donc ça, c'est une grande question. Il y a aussi la lutte entre la publicité et le fait de se faire connaître, parce que la plupart des organismes ont un budget pour la publicité. Et je sais que les éditeurs autres que celui que j'avais, ou les présidents autres que celui que j'avais, me disaient, vous savez, notre organisme n'a pas besoin de payer l'achat média si on peut passer par la société privée. Alors, il y a toujours ce conflit. Et je ne veux pas nécessairement parler de la coalition humanitaire tout le temps, mais si elle marche, c'est parce qu'elle rassemble plusieurs organismes pour une demande particulière concernant de l'appui éditorial. Et ça, c'était très facile à comprendre. Il nous était facile de dire oui par rapport à une situation où on aurait à dire non ici et là et ailleurs, surtout quand c'est dans le contexte d'une catastrophe mondiale. J'ai d'autres questions, mais je voudrais ouvrir un peu la discussion pour que les participants puissent vous interroger eux aussi. I'm abusing my knowledge of the chair. J'abuse du fait que je connais le président. Merci infiniment pour cette excellente discussion. Je trouve que vos exemples sont fantastiques et je pense qu'il convient de les célébrer. Mais comme Santiago l'a dit, ce n'est pas toujours si beau et si merveilleux et si efficace. Et on a eu de nombreux exemples en Haïti, y compris des centaines de paires de culottes pour hommes qui n'étaient pas de la bonne taille et qui ont un peu ralenti les efforts de distribution. Alors, je pense que cette conversation est au fond très semblable à celle qui a conduit aux lignes directrices en cas d'activité de la part d'autorités civiles. Et je me demande si on ne pourrait pas essayer d'élaborer des règles de base pour l'action humanitaire, pour qu'on ait des paramètres, pour qu'on sache comment travailler ensemble. Et ensuite, on pourrait favoriser l'innovation et mieux travailler ensemble. Alors voilà le défi que je vous lance et j'aimerais bien connaître vos réactions. Est-ce que ça aiderait ou est-ce que c'est à côté de la plaque? I don't know if WFP is... Je ne sais pas qui voudrait répondre. Moi, je vous donne mon opinion personnelle. Moi, je pense personnellement que chacun d'entre vous et nous, en tant qu'organisme, nous avons déjà des règles qui permettent de nous guider, qui sont là pour nous guider. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un bon exercice, du moins en ce qui nous concerne. Les lignes directrices du secrétaire général, en plus des lignes directrices sur les partenariats, nous orientent très efficacement sur ce qu'on doit faire. Nous avons aussi une procédure de diligence raisonnable qu'on suit toujours. Quand il y a des activités à plus haut risque, on doit élaborer des stratégies d'atténuation, etc. Alors, pour vous donner le point de vue de WFP, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Mais ça, c'est moi, en tant que directeur de cet organisme, qui est de cet avis. Bon, moi, je pense
que dans le contexte militaire et civil, les organismes humanitaires et les organismes civils ont nécessairement des lignes directrices, mais pas nécessairement l'armée. Et l'armée n'applique pas nécessairement les mêmes règles. Donc, je pense que l'objet de ces lignes directrices permettrait d'informer nos partenaires de ce qu'on attend d'eux et pas nécessairement pour favoriser notre diligence raisonnable. Moi, je pense que la relation doit être réciproque. Ce n'est pas uniquement ce qu'il nous faut, nous, quels sont nos besoins, et ce n'est pas uniquement notre diligence raisonnable. J'étais très surpris quand une compagnie privée nous a dit qu'il faisait sa diligence privée en se renseignant sur nous. Et j'étais surpris. Je me suis dit, mais pourquoi vous faites cela? C'est nous les bons, pas les méchants. Mais nous avons des organismes qui sont axés sur les principes, des missions, des valeurs, etc. C'est le fondement de ce qu'on fait. Donc, quand on parle de partenariat, il ne s'agit pas simplement de décider si c'est oui ou c'est non. C'est un dialogue. On peut toujours ajuster sa relation quand il y a une difficulté. Et donc, il s'agit de se former mutuellement. Quelles sont nos normes, quels sont nos principes, qu'est-ce qu'il nous faut dans le cadre d'une intervention pour qu'ils puissent bien comprendre notre action et inversement. Donc, il faut que ce dialogue soit réciproque. Et un membre de votre équipe disait que nous demandons toujours aux autres d'être de bons partenaires, mais on ne s'attend pas à ce qu'on le soit. Et je pense que c'est ça qui doit nous intéresser un peu plus maintenant. Et la coalition humanitaire peut sans doute nous créer un espace pour parler de nos normes et de nos principes, de nos valeurs et de nos capacités. Maybe from the private sector side. I mean, of course. Bien sûr, nous avons nos attentes au secteur privé. Nous ne sommes pas nécessairement motivés par des intérêts commerciaux. Mais si j'envoie des gens pour travailler avec WFP, je dois savoir qu'ils vont être protégés. Et à ce moment-là, si on nous promet de la sécurité, il faut que cette promesse soit remplie. Il faut qu'on sache que nos employés sont protégés. Donc, sur le terrain, il faut que ce soit un véritable partenariat, pas juste quelque chose de théorique. Et nos employés doivent vraiment faire partie de l'équipe. Et s'il y a des évacuations, on doit faire partie du personnel comme les autres. Et c'est ça ma principale préoccupation. L'an dernier, nous avons conclu de nouveaux partenariats, entre autres avec Save the Children. Et nous cherchons toujours des partenaires mondiaux qui ont une intervention mondiale parce que nous souhaitons faire de notre mieux avec les ressources limitées qu'on possède. Donc, on ne veut pas juste demander quelque chose et ne pas l'obtenir. Il faut que ce soit vraiment réciproque pour ce qui est des besoins de nos partenaires et notre façon d'y satisfaire. Then I have more questions for you. That's always good. Vous avez mentionné un certain nombre de conditions gagnantes qui sont toujours présentes quand ce type de relation existe, des choses que vous avez observées à chaque fois dans vos relations avec vos partenaires ou quand vous travaillez éventuellement avec la coalition humanitaire. Alors, parlez-nous un petit peu des conditions essentielles pour une bonne relation. Moi, je veux bien y répondre. Je pense que la confiance est une grande question pour les agences et les médias et les partenaires commerciaux. Et selon mon expérience, quand le principal contact pour le travail éditorial doit absolument comprendre la nature de mon marché, doit savoir à qui je m'adresse et sait que moi, j'ai la meilleure façon de raconter leur histoire pour cibler mon marché. Ça, c'est bien important. Et en même temps, je dois avoir la garantie que quand on me fournit de l'information sur des contacts,
la permission est déjà obtenue, tout va bien, et que je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de quiconque et risquer de contrevenir aux lignes directrices qui sont en place dans vos organismes individuels. Donc, pour moi, la confiance est critique. Et aussi un vrai partenariat, parce qu'il ne s'agit pas simplement de transmettre un communiqué de presse et ça s'arrête là. Non, c'est un véritable partenariat où quelqu'un m'appelle en me disant « Voilà ce qui se passe actuellement. Parlez-moi un petit peu d'une histoire qui serait possible de raconter. » Et très souvent, j'ai eu des conversations de remue-ménage parce que oui, on veut faire quelque chose et oui, les lecteurs ont besoin de le savoir, mais il faut avoir les bons contacts. Et pour moi, il fallait savoir comment raconter l'histoire pour intéresser mon marché. Moi, je connais mon marché, je connais mon activité, et vous savez ce que vous essayez de réaliser. Donc, quand c'est un vrai partenariat, à mon avis, il y a toutes sortes de réalisations spectaculaires qui peuvent en découler, parce que on en parlait beaucoup quand j'étais chez Metro. Parfois, c'est une sorte de fatigue qui s'installe chez les donateurs parce que les médias en fait un peu trop en essayant de localiser, d'obtenir des exemples locaux. Comment est-ce que les gens peuvent vendre des journaux comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens écoutent vos informations? Eh bien, c'est en parlant de la contagion, de la facilité à attraper le virus, etc. Alors que c'est ça qu'on vise quand on parle d'un vrai partenariat. Il s'agit de dire plutôt les Canadiens sont intéressés par la situation et voudraient aider. Et moi, je voudrais vous aider à parler à mes lecteurs et de les mobiliser pour qu'ils puissent vous appuyer. Jay? Oui, c'est une question de confiance, c'est sûr, mais il y a deux autres choses. Premièrement, des attentes claires de la part de chaque partenaire quant à la nature du succès. Et dans notre organisme, nous posons cette question aux gestionnaires de compte. On leur dit, c'est quoi le succès pour vous? Et si on n'est pas capable de le décrire, comment est-ce qu'on va pouvoir le gérer? Et des fois, on ne comprend pas très bien ce que le partenaire veut. Et à ce moment-là, on est moins sûr de pouvoir répondre à ces attentes. Deuxièmement, des valeurs partagées. Et je ne parle pas de valeurs humanitaires, mais je parle plutôt d'une intersection logique entre partenaires. L'excellence, la sécurité et la technologie qui peut favoriser l'innovation. Mais est-ce que WFP partage ces valeurs-là? À partir de là, on a un noyau à partir duquel on peut créer une véritable relation intéressante. Alors, ce sont les trois éléments qui sont essentiels pour nous. Il faut qu'on sache quelles sont les valeurs et est-ce qu'il y a une intersection naturelle avec le programme alimentaire mondial? Est-ce qu'on peut créer un partenariat à partir de là? Et c'est quoi le succès pour nous deux? Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je pense que gérer les attentes, c'est bien important. Il faut être honnête les uns avec les autres quant à ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et je crois que gérer les attentes et respecter ses engagements, c'est ça qui va permettre au partenariat d'être un succès. Je reviens sur ce que Jay disait dans ses remarques liminaires, à savoir que les partenariats coûtent cher. Et peut-être que vous pourriez développer un petit peu cette idée, parce que il y a eu toute une discussion là-dessus au sein de la coalition. On s'est dit, oui, on peut travailler plus avec les partenaires, mais on se rend compte aussi que ce n'est pas nécessairement une économie. Parfois, c'est plutôt un investissement. Alors peut-être que vous pourriez nous expliquer ce que font les ONG qui ne travaillent pas nécessairement, ou à quoi doivent songer les ONG qui voudraient établir des partenariats en termes de coûts. Pour moi, ça peut être assez complexe
Et nous essayons d'en arriver à un système robuste qui nous permet de bien évaluer le rendement de ces partenariats. Mais ça peut être un simple calcul. Quel est le service proposé? Bon, si on devait l'acheter sur le marché, combien cela coûterait? Là, on connaît la valeur. Ensuite, quel est le coût? Pour la plupart d'entre nous, c'est le temps. Combien de rencontres seront nécessaires avant de trouver des gens qui sont intéressés, peut-être négocier, faire preuve de diligence raisonnable? Combien d'heures de travail cela représente? Et cela vous donne une idée approximative. Et ensuite, quels sont les coûts d'opportunité? Si je consacre tant d'heures à ce gain-là, qu'est-ce que je ne pourrais pas faire? Parce que nous n'avons pas des ressources additionnelles nécessairement. Donc, quel est le compromis à accepter? Et à ce moment-là, on peut se demander si c'est un bon choix ou pas. En fait, il n'est pas nécessaire que ce soit plus complexe que cela. Et pour moi, quand on en arrive là, ce qui est important, c'est que à ce moment-là, il s'agit de le rendre intéressant. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais il y a des éléments qui manquent. Et ça crée une occasion intéressante d'établir de véritables liens de confiance et de retourner voir le partenaire en lui disant, bon, il y a des éléments qui manquent pour nous pour que ce soit intéressant. Et si vous pouvez tenir cette conversation avec votre éventuel partenaire, ça, c'est un partenariat qui peut sans doute marcher. Si c'est oui ou c'est non, bien souvent, c'est que ce n'est pas intéressant. Vous pourriez travailler dans le secteur de l'édition, vous savez, parce que ça, c'est le genre de conversation que nous, on aurait avec des partenaires. Quand nous préparons du contenu, ce n'est pas gratuit parce qu'il faut que je demande à quelqu'un de rédiger un texte. Il faut que quelqu'un gère le processus. Ça prend une page, une demi-page ou un quart de page. Il y a des tas de coûts qui se rajoutent à cela. Et en ce qui vous concerne, il y a le fait de savoir qui va gérer cela de votre côté. Est-ce que vous avez un responsable des communications qui comprend la nature des médias et les relations avec les médias? Et combien de temps cette personne peut consacrer au projet? Et est-ce que vous estimez que vous allez obtenir ce que vous recherchez en fin de compte? Parce que il faut que chacun y trouve son compte, comme ce serait le cas avec un partenaire commercial. Qu'est-ce que vous essayez de réaliser? Si c'est de faire reconnaître vos efforts, si c'est obtenir des dons ou avoir des partenaires, qu'est-ce que vous devez faire pour moi pour que je puisse faire ceci pour vous? Et est-ce que le résultat final en vaudra le coup? Et c'est pas nécessairement une question de coût, c'est surtout du temps et de l'énergie. So can I keep? Des questions dans la salle ou est-ce que je peux continuer? Over. Okay, I can give you that one. Hi there, Emily Murtha. Bonjour, ministère des Affaires étrangères. Nous avons déjà eu quelques éléments de réponse là-dessus, mais je pense qu'on doit explorer un peu plus cette question de responsabilisation mutuelle, surtout dans le cadre du projet de recherche dont il est question ici. J'aimerais savoir si ce n'est pas CSR et Mastercard, comment est-ce qu'ils distribuent les ressources de façon à réaliser ce projet et qu'est-ce qu'ils obtiennent en fin de compte. Et Brent, vous avez parlé du fait que c'était un mouvement qui partait de la base chez Ericsson. Mais s'il y avait un besoin de financement interne chez Ericsson, quels seraient les avantages pour Ericsson? En ce qui concerne Mastercard, si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir ce qu'ils font au-delà de l'élément CSR. Eh bien, ils se considèrent comme une compagnie technologique, donc il s'agit de fournir la technologie permettant de transférer l'argent de manière sûre. Donc, il s'agit de travailler avec son laboratoire pour adapter les produits, quels matériaux sont nécessaires dans un environnement humanitaire, comment est-ce qu'on peut établir des contrôles concernant l'utilisation des cartes prépayées, etc. Alors,
en d'autres termes, régler des problèmes nouveaux pour eux qui n'ont pas eu à solutionner nécessairement. Donc, les détachements du personnel, rendre disponibles les experts, nous conseiller sur la façon de négocier avec les banques pour les taux et les services qu'elles assurent. Donc, ça fait partie de ce qu'ils font de leur côté. Yeah, okay. From Ericsson's side, obviously there's... Chez Ericsson, ça va un peu plus loin. Mais en fin de compte, ça nous ramène toujours aux employés. C'est tiré par les employés, c'est dirigé par les employés, et c'est aussi un programme dont on est très fier. Ça nous permet de conserver des gens talentueux qui nous quitteraient autrement. J'ai parlé à des bénévoles du programme qui m'ont dit que quand les temps sont difficiles, c'est la seule chose qui les incite à rester. Et il s'agit aussi d'une génération de personnes qui ont une plus grande responsabilité sociale, et ça attire les gens vers Ericsson, et ça, c'est en même temps le genre de personnes que Ericsson veut avoir parmi son effectif, dans son effectif. Donc, nous, on ne fait pas le marketing nécessairement, mais ça permet de se faire bien voir aussi comme compagnie. Et pour Metro, c'est quoi les avantages pour l'éditeur d'un journal? Quels sont les avantages, si on peut les quantifier, les avantages d'un partenariat de cette nature? Moi, je pense que pour nous, l'avantage, c'était de pouvoir desservir nos lecteurs. Et l'objet de la plateforme numérique, c'est de bien informer nos clients. Et donc, quand nous faisons cela, nous remplissons notre mandat, nous faisons ce pourquoi nous sommes rémunérés. Et pour ce qui est des publicités que nous avons passées, ce n'était guère différent de Ericsson. En tant que compagnie médiatique, on pouvait dire à la population, bon, voilà, ce projet est important pour nous, nous allons faire notre part. Et l'équipe aussi pouvait voir que la société voulait se mobiliser. Alors, quand nous faisions des collectes de fonds à l'interne, c'était l'occasion pour les employés de voir qu'on les invitait à soutenir tel ou tel projet ou initiative, mais que la compagnie faisait sa part aussi. Donc, c'était un effort conjoint. Je pense que je comprends un peu mieux la question. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent chez Mastercard? Eh bien, leur objectif, c'est que nous n'ayons pas, que notre monde ne marche plus avec l'argent comptant. C'est ça leur objectif. Et ils se demandent de quelle façon ils peuvent démontrer qu'il y a de meilleures modalités que l'argent liquide pour servir ou pour répondre aux besoins des clients, notamment dans le contexte humanitaire. Donc, ça, c'est une ambition de longue durée. Mais au niveau micro, il s'agit aussi pour eux de savoir comment ils peuvent inciter les gens à faire des dons en utilisant la technologie mobile. Il y a encore beaucoup de dons qui sont faits par l'entremise d'un chèque, et ils voudraient que tous les citoyens soient plus à l'aise et acceptent d'utiliser d'autres modalités pour faire des dons. Alors ça, c'est un objectif à long terme pour ce partenaire. Et c'est également un point de différenciation. Il y a le réseau de Mastercard et il y a le réseau de Visa. Et quand on sort notre portefeuille, quelle carte vous choisissez? Alors, s'il y en a une qui semble appuyer davantage la cause humanitaire, ça peut vous influencer et vous inciter à utiliser l'une des cartes par rapport à l'autre. Alors, c'est ça la motivation. Je crois que vous avez une question. Si vous avez une question, levez la main. En ce qui concerne la théorie du changement qui peut être à l'origine d'un partenariat, il y a 3 piliers. L'aspect investissement. Le secteur privé possède des ressources qui peuvent être investies dans des interventions humanitaires. Il y a aussi l'aspect impact. On peut avoir plus d'impact parce que grâce à ce partenariat. Et le 3e pilier, c'est
notre capacité d'influencer les gouvernements, les compagnies, etc. Et en travaillant ensemble pour faire modifier les politiques ou les pratiques de compagnie ou influencer le public quand ils comprennent qu'on peut mieux travailler ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est un scénario réaliste? Ou est-ce que vous croyez qu'on doit essayer d'avoir plus d'influence? Cela rejoint ce que j'ai dit dans mes remarques liminaires. Nous sommes bons pour raconter les nouvelles, mais pas nécessairement pour raconter les histoires des gens dans le monde. Alors nous, les médias et le secteur humanitaire, nous avons l'occasion maintenant d'établir un partenariat pour avoir plus d'influence, parce que les Canadiens vont se rallier à une cause, nous le savons déjà. Ils sont prêts à défendre ce qui est juste. Mais il faut qu'on leur facilite la tâche et je ne dis pas qu'il faut leur parler comme s'ils ne comprenaient rien, mais il faut quand même les aider à comprendre chaque situation et lancer un appel à l'action. En d'autres termes, ne regardez pas uniquement les informations en vous disant « oh, c'est horrible ». Il faut leur donner la possibilité de réagir de manière positive. Alors, donnez-leur un moyen, que ce soit faire un don ou essayer d'influencer le gouvernement ou selon les besoins de votre organisme. Alors, quand, bien sûr, un partenariat avec les médias suppose ce genre de choses. En ce qui concerne Ericsson, le fondateur a dit en 1800 quelque chose que les communications constituent un besoin humain essentiel. Et on regarde l'eau, la nourriture, le logis, mais les communications deviennent un besoin aussi essentiel que les autres. Et les opérateurs de réseaux mobiles assurent ce type de service aux populations locales. Et dans le secteur humanitaire, maintenant, nous estimons, nous, chez Ericsson, que nous devrions essayer non seulement d'aider ou de fournir ce service mobile aux travailleurs humanitaires, mais de l'offrir aux populations locales. Et donc, de nous y intéresser beaucoup plus clairement et de façon plus intensive. Nick Moyer. Moi, je suis vraiment convaincu. Je pense qu'il y a énormément de possibilités de partenariat. Mais j'aimerais vous entendre sur ce qu'on peut faire pour faciliter une plus grande mobilisation entre les secteurs. Pour nous, c'est une conversation difficile et j'imagine que c'est la même chose du côté commercial. Alors, j'aimerais vous entendre sur ce qu'on pourrait faire pour contourner ces obstacles. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez observées, Jay ou Brent, dans certaines régions du monde qui vous ont permis de mieux comprendre comment on peut faciliter le dialogue et contourner les obstacles? Je sais que pour moi, c'est un dilemme parce qu'il y a toutes sortes de façons de façonner un partenariat. Et au fond, on ne sait même pas ce que c'est que le secteur privé. Alors, c'est une grande question, mais peut-être avez-vous des réponses? Eh bien, je dirais certaines choses. Moi, je pense, et je suis dans ce monde des ONG depuis près de 30 ans, alors je peux me permettre de dire. Trop souvent, on réagit, on juge trop vite pour imposer nos valeurs sur la communauté des affaires. On voit les choses en noir et blanc concernant ce qui est bien, acceptable ou pas acceptable. Et on n'aime pas faire des compromis, même pour le bien public. Et dans le monde, rien n'est noir et blanc. Partout, il y a des compromis. Alors, on ne peut pas dire vous êtes un bon, vous êtes un méchant. Les frontières, les définitions changent. Est-ce qu'un groupe dans tel domaine est acceptable parce qu'on pourra
obtenir nos objectifs. Alors il faut se déplacer du monde noir et blanc à s'adapter à un monde où il y a plus de gris. Vous savez, c'est résilience, la résilience. Et là, on parle de gouvernement et de communauté, mais je crois que le secteur privé est très important dans la création de résilience et tous les facteurs doivent y jouer. Si vous indiquez clairement au secteur privé quelles sont les attentes, ils pourront mieux réagir. Si les attentes ne sont pas claires, de dire par exemple il faut de la technologie ne va pas les engager. Je ne crois pas qu'on a la chance. Les communautés avec lesquelles on travaille, qui sont touchées par les crises, ne voient pas la différence. La différence entre tel groupe. On ne doit pas perdre l'occasion d'ouvrir le dialogue sur notre façon de travailler ensemble. Il y a quelque temps, je travaillais avec des réfugiés qui allaient de l'Angola en Namibie. On a fait une évaluation de la pauvreté. Et la troisième chose dans la liste, c'était la communication. Et personne ne savait comment mettre en place un système de téléphone cellulaire. Et les gens voulaient utiliser leur téléphone cellulaire. Alors voilà pourquoi ces partenariats sont importants. Pour revenir à un des commentaires de James, il faut bien choisir nos occasions. Les ONG doivent pouvoir dire non. Des fois, on nous offre de l'argent ou un engagement, mais on doit pouvoir dire non. Et dans d'autres cas, on peut se réunir pour en parler. Ted Thomas, Care Canada, conseiller. Je voulais essayer de répondre à la question posée par Nick et faire une déclaration au lieu d'une question. Je suis entièrement d'accord que le fait d'éliminer les barrières entre le secteur privé et les autres participants, c'est important. Il faut trouver la façon de le faire. Mais voilà l'importance justement du dialogue. C'est par le dialogue que vous pouvez avoir de la conversation, créer des liens de confiance, de comprendre que ce n'est pas chaque opportunité qui doit être saisie, mais pour savoir si ça vaut la peine ou pas, il faut des discussions. Au Canada, on a un très bon exemple de cela. Mais en même temps, certaines des leçons tirées seront également utiles pour tous les groupes au Canada qui veulent créer ce type de plateforme. Il faut ne pas essayer d'être un lieu de rencontre. Ce n'est pas une bonne idée de forcer le partenariat. C'est quelque chose à ne pas faire. Il y a la différence entre créer un lieu de dialogue et comment créer des associations. Si quelqu'un sur le panel a un commentaire sur le dialogue et ce service de courtage, c'est un très bon exemple. L'initiative Devonshire, c'est un domaine difficile et là, vous avez très bien réussi et cela est probablement applicable ailleurs. Moi, j'aurais une question.
Est-ce qu'il y a un exemple que les ONG canadiens devraient étudier dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives majeures pour allier le secteur et le secteur privé? Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays? Par exemple, DI. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui fonctionne bien ailleurs? Eh bien, la question de recherche est très importante. Il y a une autre question? Je crois qu'il nous reste 5 minutes. Et j'aurai une autre question, après quoi je vais essayer de résumer ce que vous venez de dire. Et cela est relié aux opportunités qui existent au-delà de l'approche traditionnelle. La question était, est-ce que toutes les relations sont des relations monétaires? J'aimerais qu'on explore la question. On pourra regarder l'exemple des rapports avec les médias pour aller au-delà de cette vision. On a la tendance de penser que dans le rapport avec le secteur privé, il y aura de l'arrivée de beaucoup d'argent, mais j'aimerais vous permettre de parler de cela une fois de plus. Je suis peut-être naïf, mais je prends pour acquis qu'à la fin de la journée, ce que vous recherchez, c'est des revenus pour faire votre travail. Les médias peuvent aider dans la sollicitation de données où on peut jouer un rôle plus important qui serait un service à nos lecteurs et à vos groupes, c'est de vous faire mieux connaître. Je ne suis pas experte en marketing, mais l'image de marque, c'est toujours important. Quand il y a des histoires sur ce qui se passe, que ça soit un lecteur ou quelqu'un qui vous regarde sur une base numérique pour faire connaître, et plus ils sont engagés, ils seront plus ouverts à vous aider le moment venu. Mais du point de vue des médias, du point de vue éditorial, l'important est de vous faire connaître, créer votre image de marque. Nick et moi, on parlait du fait que le Canadien moyen ne différencie pas entre le travail humanitaire et le travail caritatif. Ce n'est pas un concept difficile, mais si on ne le présente pas, ils ne pourront pas le savoir. Dans certains cas, on ne profite pas de ces possibilités de sensibilisation. Alors, quand vous faites la demande, ils utilisent leur Mastercard au lieu de vous donner un chèque. Très souvent, on est distrait par la question de l'argent. Certains de nos partenariats les plus importants ont un élément monétaire, mais c'est la capacité qui est le plus important. Dans le cas de Ericsson et ITC, on sauve des vies parce qu'ils nous offrent de la communication. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas acheter. On travaille avec DSM sur la fortification de la nourriture. On a beaucoup amélioré la qualité de notre nourriture dû à l'expertise DSM, ce qu'on fait avec Mastercard. Les revenus de 1 ou 2 millions sont négligeables comparés aux autres compétences qu'ils nous apportent. Alors, il faut les deux. On essaie d'obtenir les deux, mais très souvent, l'aspect stratégique, c'est ce qui est le plus utile. Nous, on a des partenariats avec les différents partenaires
et on peut apporter la capacité en moment de désastre. Alors on ne peut pas avoir un personnel réservé pour cela et nous pouvons nous rendre sur le terrain et offrir ce personnel et cette expertise. Alors on peut apporter de l'expérience, pas simplement dans le domaine de la technologie, mais des façons de faire dans le domaine des affaires. Alors vous pouvez prendre une compagnie, regarder non pas seulement leurs produits, mais leur façon de faire. Voilà un résumé de nos discussions. Le partenariat avec le secteur privé au niveau onusien, c'est quelque chose qui se fait, c'est une réalité. Voilà comment nous faisons les choses. Moi, je voulais prendre cette idée qui veut que ce n'est pas toutes les opportunités qui sont des opportunités. Il faut pouvoir dire non, et quand nous dirons oui, on aura un meilleur succès, et on n'aura plus d'impact. Je crois que les exemples qu'on nous a fournis aujourd'hui concernant les connaissances peuvent être adaptées. Comment l'innovation peut être adaptée à la réalité. On a de l'expertise des deux côtés qui permet cette adaptation. Pour vous trois, nous voyons l'importance de ces relations entre personnes, ces relations individuelles. Et dans le cas de Ericsson, vous avez là des employés qui croient qu'ils ont un rôle à jouer pour améliorer le monde, d'avoir un impact. L'implication de ces individus nous permet de réunir différentes réalités. On a la réalité de personnes touchées par les crises et on peut rapporter cette réalité à nos communautés par voie des médias. Et cela peut avoir une influence sur notre façon de penser, d'agir, de donner. Et je crois que l'idée de l'intégration, nous sommes des associés, alors nous faisons partie du groupe. Et dans une telle situation, vous ne faites pas venir un consultant d'une compagnie d'informatique pour faire quelque chose. Non, cette personne fait partie de l'équipe. Et on peut créer ces liens. Enfin, j'aimerais mentionner les 3 I. CARE nous a beaucoup aidés et on peut avoir un meilleur impact sur ce que nous pouvons faire. Nous pouvons influencer la façon de faire, et ça c'est important. Et bien sûr, on recevra plus de ressources, plus d'investissements. Alors je demanderai à tout le monde dans l'auditoire de remercier nos 3 panélistes. Merci Brent, Jay et Charlotte. Merci de votre expertise. Merci de nous parler de ce qui se fait déjà, maintenant. On ne sera pas obligé d'attendre l'avenir. Merci beaucoup.